Bonjour, je suis, je suis Nathan. Et moi, Camélia. Merci de nous retrouver sur le live de la Cité du Digital. On est heureux de vous retrouver pour vous parler de l'art et du digital. Nous sommes avec Benoît Couty et Judith Benamoué pour vous parler du coup de la thématique des NFT. Merci de nous avoir répondu, Judith et Benoît. Oui, Judith, vous êtes auteur et journaliste aux Échos, spécialisé dans l'art et le marché de l'art. Vous avez écrit récemment un article sur la foire l'Art Dubaï en 2022, qui a été la première à accueillir des stands présentant des œuvres d'art vendues en NFT. Non, c'était Et, pas la première. Ok. et Benoît, vous êtes expert en NFT, l'un des premiers collectionneurs en NFT. Vous avez fondé le Museum of Crypto Art en 2018. Merci Judith et Benoît d'avoir répondu présent à notre invitation. Est-ce que vous souhaitez vous présenter plus en détail? allez-y Judith. Merci. Alors, moi, j'écris en effet sur l'art et le marché de l'art, et j'ai écrit bien sûr la semaine suivante l'adjudication du NFT de Beeple pour 68,9 millions de dollars, 68,3 millions de dollars chez Christie's, chez Sotheby's ou chez Christie's, j'ai un trou. Et donc, j'ai interviewé non seulement Beeple, mais aussi celui qui a organisé la vente aux enchères. Et il y a quelques mois, il y a eu la vente d'un deuxième Beeple, toujours chez Christie's, pour 28,9 millions de dollars à un collectionneur qui s'appelle Ryan Zurer, un Canadien qui vit en Suisse. Et là encore, je l'ai interviewé récemment en public à la foire Art Dubaï sur son achat et sur sa collection. Donc là, on est dans des montants énormes de NFT, mais l'œuvre faite par Beeple, c'était une œuvre qui était à la fois physique et digitale, et c'est en cela qu'elle était intéressante. Par ailleurs, vous me présentiez en disant que Dubaï était la première fois présentant des NFT, mais en fait, en décembre dernier à Miami, à Basel, Miami, il y avait déjà des NFT en vente présentés. Ouais. Et alors, en ce qui me concerne, j'ai organisé une grande exposition physique à Paris le 15 décembre 2021 où il y avait 80 NFT qui étaient présentés à l'ancien musée Pierre Cardin dans le Marais. Voilà, moi, effectivement, j'ai commencé à collectionner les NFT en décembre 2018. J'ai une collection aujourd'hui de 7 ou 800 œuvres d'art NFT. Et j'ai créé un musée dans un métaverse qui s'appelle CryptoVoxel, c'est le nom du métaverse. Le musée s'appelle Museum of Crypto Art et donc il expose en permanence une centaine, 150 pièces et on fait des rotations et on organise des expositions aussi dans d'autres galeries virtuelles autour du musée. Voilà. Donc, merci d'être là. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des NFT, comme vous l'avez compris. Les NFT sont donc ces jetons numériques qui représentent une image, une vidéo sécurisée par du code et qui peuvent être vendus en crypto-monnaie. Est-ce que vous pouvez nous donner votre propre définition de ce qu'est un NFT? Judith, vous voulez y aller ou vous voulez que je commence? Oh bah, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on présente le NFT, on l'associe désormais à une œuvre d'art. C'est pas une œuvre d'art, c'est juste un moyen de sécurisation et que ça peut être le support de tas de choses. Mais que la plus-value du NFT, c'est la possibilité justement de rendre unique sur la blockchain des œuvres qui, par essence, ne l'étaient pas, comme des vidéos. Et on n'en parle pas trop, mais les vidéos peuvent être sécurisées en termes de propriété par le biais des NFT. Et je pense que ça va donner lieu à la création de nouveaux types d'œuvres d'art. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Alors les NFT, il faut bien comprendre, c'est un certificat ou un titre de propriété qui est enregistré sur une blockchain. Et cette blockchain, c'est un grand registre public, transparent, qui est entre guillemets opposable. C'est-à-dire que quand vous avez un titre de propriété inscrit sur cette blockchain, ben, n'importe qui peut vérifier que vous êtes bien le propriétaire. Et c'est tout l'intérêt de cette technologie. Et donc le NFT, ce n'est qu'un certificat de propriété, un titre de propriété qui est lié à un fichier numérique, digital,
qui peut être une image. Et donc, pour les œuvres d'art NFT, ce sont des œuvres d'art qui sont, alors, en général, le plus souvent des œuvres digitales qui sont donc liées à ce NFT et qui en est le titre de propriété. Et donc, la personne qui souhaite acquérir cette œuvre d'art digitale acquiert un NFT qui représente le titre de propriété de l'œuvre d'art. Et donc, à partir du moment où il est propriétaire du titre de propriété de cette œuvre d'art, il peut la donner, il peut la vendre. Voilà, il a tous les attributs du droit de propriété. Alors, ce concept de NFT, c'est vrai que ça fait bugger beaucoup de monde. Ça remet en cause beaucoup de concepts, le concept de propriété, le concept dans l'art, qu'est-ce que l'art, etc. Au niveau juridique, qu'est-ce qui se passe quand on transfère un NFT, etc. Donc, ça pose beaucoup de questions. Et on n'en est encore qu'au début des réflexions un peu, je dirais, juridiques, financières, économiques, artistiques. Ça occasionne une grande effervescence et c'est très positif, à mon sens. Moi, je voudrais dire une petite chose et je vais devoir m'éclipser dans pas longtemps, c'est que le NFT, en fait, aujourd'hui, il supporte un tas d'art qui n'est pas vraiment de l'art. Il y a, selon moi, 90%, comme diraient les Américains, de junk, de choses qui sont vraiment mauvaises, très médiocres. Et pour l'instant, on est envahi par ça. Et avec le temps, les choses vont être filtrées, évidemment, ou alors ça va donner naissance à un autre marché de l'art qui sera plutôt un marché de cartoon, d'illustration, etc., mais qui n'est pas un art extrêmement créatif en termes plastiques. Ouais. Alors c'est vrai que pour moi, il y a deux choses dans l'art. Si on parle de l'art et des NFT, il y a deux éléments différents qu'il faut traiter. Il y a premièrement ce que j'appelle le crypto-art, qui pour moi est un mouvement artistique à part entière. Donc, et ça, on pourra en reparler. Et puis, il y a le NFT en tant qu'outil pour des artistes qui ne sont pas forcément ce que j'appelle des crypto-artistes, mais qui utilisent cette technologie pour commercialiser leur art. Alors, c'est vrai que, comme le dit Judith, il y a énormément de choses qui se font et la qualité artistique n'est pas toujours au rendez-vous. Comme c'est une technologie qui est très facilement accessible, n'importe qui peut créer ses NFT. Et vu de l'extérieur, c'est vrai qu'il y a une critique, et Judith a raison de dire que voilà, dans ce flow, en fait, il y a énormément de choses qui sont un peu du junk, mais il y a aussi des vrais artistes qui ont un univers, des messages, une esthétique particulière. Et c'est là-dessus que moi je travaille, sachant qu'il y a aussi cette dimension, ce concept de dire que cette esthétique et ces thématiques qui sont abordées dans le crypto-art, c'est des choses qui n'avaient pas de valeur, qui étaient considérées comme un peu une sous-culture qui n'avait pas de valeur artistique, parce que relevant de la pop culture. Donc, tout ce qui est glitch, pixel, etc., bon, c'est vrai que la valeur artistique de tout ça n'était pas forcément très reconnue. Et avec l'arrivée des NFT, maintenant que les fichiers digitaux ont une valeur économique, potentiellement, et ça a fait ressurgir toute cette sous-culture, entre guillemets, digitale, pour élever au rang, entre guillemets, d'œuvres d'art certaines choses qui en fait n'étaient pas considérées comme des œuvres d'art. Voilà. Et là-dessus, il y a débat, forcément. Tout le milieu de l'art traditionnel, forcément, ne reconnaît pas, puisque les codes sont complètement différents, ne se reconnaît pas forcément là-dedans. Mais il y a une énergie, il y a une esthétique et il y a des codes. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui a une certaine valeur. Voilà. Ok. Donc, par vos paroles, on peut voir que vous êtes vraiment passionné par le monde des NFT. Du coup, j'ai une question, c'est pourquoi vous vous êtes intéressé à ce sujet-là? Par quoi vous avez commencé? Juste une chose, je dois vous laisser. J'ai un autre rendez-vous, on a pris trop de retard, donc je vous salue. Et Judith, si vous le permettez, restons en contact. On pourrait continuer notre échange. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Au revoir. Au revoir. Donc, oui, moi j'ai commencé, en fait je suis avocat et je me suis intéressé aux crypto-monnaies en 2016 à titre personnel, sans vraiment investir, ce n'était pas un investissement financier, c'était plus un intérêt un peu idéologique et technologique. Et je me suis intéressé aux crypto-monnaies et donc comme je suis avocat, j'ai travaillé sur toute la réglementation des crypto-monnaies. Donc en 2018, j'ai participé à des groupes de travail avec le ministère des Finances pour arriver à un régime réglementaire et fiscal applicable aux crypto-monnaies. Et en faisant ce travail, j'ai beaucoup enquêté sur tout ce qui se faisait dans le milieu des crypto-monnaies, et donc j'ai découvert les NFT, et notamment le métavers.
Donc, fin 2018, j'ai acheté mon premier NFT en décembre 2018. C'était un terrain dans un métavers qui s'appelle CryptoVoxel. Est-ce que j'ai le temps là de partager mon écran, enfin de passer sur un écran où on pourrait visiter CryptoVoxel si ça vous embête ou pas? Je vais essayer de faire ça en Oui, live. oui, Oui, bien sûr. c'est bien sûr. Donc là, j'imagine, est-ce que vous voyez mon écran ou pas là? On n'a pas. Oui, c'est bon. Vous Ça voyez mon arrive, bureau? c'est en cours. On est en train de le voir, oui. Voilà, donc là, vous voyez, on est dans CryptoVoxel. On peut se promener, donc je vais me mettre avec mon avatar. Vous le voyez mon avatar? Votre avatar, Malheureusement, non. mais on voit pas votre écran. Si vous projetez quelque chose, on ne le voit pas. Non, je projette rien, je suis en train de me balader avec mon avatar dans le métaverse, est-ce que vous le voyez? L'écran n'est pas partagé. On voit juste monsieur. votre, Ah, ok, votre écran de est-ce que Teams, je en peux, fait. On est-ce voit que pas je peux votre. partager l'écran? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez m'autoriser à partager l'écran? Oui, bien Oui. sûr. Alors, je vais partager mon écran. Tac. Partager écran. Tac, voilà. Lancer la diffusion. 3, 2, 1, 0. Donc là, normalement, si je change là, vous devez voir mon bureau. Oui. Voilà. Donc là, on est dans le métaverse CryptoVoxel. Vous voyez mon avatar devant SpaceX? Oui. Tout à fait, oui. Voilà. Donc là, on se promène dans CryptoVoxel. C'est le métavers dans lequel j'ai acheté mon premier terrain. Voilà. Et là, on est un peu au centre. Et là, vous voyez, il y a le siège social de SpaceX qui s'est installé là. Alors, on va voler pour aller voir ce qui se passe là-haut. Vous voyez. Et donc, chacun de ces terrains, en fait, a été acheté par quelqu'un. Et la personne qui achète le terrain peut faire ce qu'elle veut dans son terrain. Là, il y a SpaceX qui a acheté ce terrain et qui a construit son QG, voilà, et on peut donc chacun fait ce qu'il veut dans son terrain. Je vais ratterrir et vous voyez par exemple exposer des œuvres d'art NFT. Donc là par exemple, ça c'est une œuvre d'art. Si on ouvre, on va arriver sur la fiche de cette œuvre d'art. Donc ça c'est un NFT AI Generated Nude Portrait numéro 5 de Robbie Barra, qui est un des artistes les plus connus dans ce secteur. C'est une œuvre d'art faite par intelligence artificielle qui représente un nu. Donc, vous voyez, cette œuvre d'art, c'est un NFT. Là, on peut voir que l'artiste ici à gauche, à droite, pardon, vous voyez, Videodrome, c'est l'artiste. C'est son nom d'artiste, mais il s'appelle Robbie Barra. Et le propriétaire, c'est West Coast Bill. Et si on remonte là, vous voyez, on voit que tout l'historique, donc c'est une œuvre d'art qui a été mintée donc, il y a 4 ans, et puis qui a changé plusieurs fois de propriétaire. Oui. Il y a toute la chaîne de propriété qui est représentée ici. Donc ça, c'est sur la plateforme de NFT super rare. Si on revient à CryptoVoxel, voilà, vous voyez toutes ces œuvres d'art, c'est des NFT qui sont présentés dans cette parcelle. Voilà, là, vous voyez, il y a une reconstitution de la pyramide du Louvre, un peu une sorte de pyramide du Louvre. Puis, voilà. Et donc, oui. On voit avec ce que vous nous montrez qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt sur les NFT, notamment depuis ces 2 dernières années. Notamment récemment, il y a eu une œuvre qui a été vendue à un prix record de 91 millions de dollars, The Merge. Ouais. Comment vous expliquez cet engouement fort autour des NFT? Ah, écoutez, c'est 91 millions de dollars. Pâques, oui, c'est parce qu'il y a des centaines de milliers d'exemplaires. Donc en fait, voilà, Pâques est un peu. Bon, pour moi, Pâques, c'est pas vraiment un crypto-artiste, c'est plutôt un artiste digital, mais qui utilise vraiment très bien la technologie des NFT. Et l'engouement, je pense que si vous voulez, c'est 2 marchés complètement différents. Le marché de l'art traditionnel et le marché des NFT d'art, c'est complètement différent. C'est pas les mêmes acheteurs, c'est pas les mêmes artistes, c'est pas les mêmes acteurs. Et les acheteurs de crypto-art, c'est des gens qui, en tout cas jusqu'à présent, les gros acheteurs de crypto-art, c'est des gens qui ont des crypto-monnaies. Donc, c'est des gens qui ont fait fortune dans les crypto-monnaies, des traders ou des gens qui avaient des bitcoins, etc. Et qui, au lieu de garder leur crypto-monnaie qui dorment, les utilisent pour acheter des œuvres d'art et se font des collections. Voilà. Et puis, il y a aussi une liquidité très forte des NFT. Donc, quand vous achetez des œuvres d'art, elles sont tout de suite disponibles sur ce grand marché. Et vous pouvez les revendre. Et donc, les œuvres d'art, les NFT changent de main très, très rapidement, des fois en quelques minutes, avec les prix qui montent, quoi. Donc, il y a un côté un peu... c'est presque financier, donc il y a presque un côté
instruments financiers des NFT, donc qui occultent un peu de temps en temps la valeur artistique, puisque vous avez des gens qui n'achètent des NFT d'art que pour le potentiel de plus-value. Donc c'est vrai qu'il y a dans les acheteurs d'art, il y a plusieurs profils. Il y a des vrais collectionneurs d'art comme moi, et puis il y a des investisseurs financiers, des traders, voilà, qui tradent les œuvres d'art. Je ne sais pas si vous voyez, là, on est dans la chapelle Sixtine Underground. Je ne sais pas si vous la voyez. Vous me voyez évoluer là? Oui, je vois votre écran, Benoît. Donc voilà, ça c'est la chapelle Sixtine Underground. C'est un artiste qui s'appelle Pascal Boyard. Donc aussi pour vous montrer un peu comment tout ça marche. Donc Pascal Boyard, il a créé il y a un an et demi, pendant le confinement, le premier confinement, dans une usine désaffectée, cette magnifique fresque qui est une reconstitution de la chapelle Sixtine. Alors c'est le lieu physique qui est en banlieue parisienne, il n'est pas accessible au public. Et donc on l'a reconstitué dans ce métaverse pour que n'importe qui puisse venir le visiter. Et vous voyez dans cette fresque, qui est donc une fresque physique, hein, il y a 400 personnages, et Pascal Boyard donc, a pris en photo chacun des 400 personnages et les a mis en vente en tant que NFT. Donc il y a 400 NFT qui représentent les 400 personnages de cette collection. Attendez, si je vais essayer de retrouver, je vais aller sur OpenSea, je vais vous montrer. J'ai une question Oui. là-dessus. Donc là, on peut voir que l'art se digitalise de plus en plus et que par rapport aux musées, aux expositions, il y a un exemple comme celle des visites virtuelles de la cathédrale de Notre-Dame. Donc c'était une reconstitution en réalité virtuelle. Et en fait, la question que je vous pose, c'est est-ce que l'art digital suscite autant d'émotions? Ah oui, alors, si vous voulez, c'est compliqué comme question, mais oui, je pense que oui. Prenons la Joconde, par exemple. La Joconde, tout le monde la connaît, mais finalement, très peu de personnes l'ont vue. Très peu de personnes l'ont vue de près, et personne ne l'a touchée. Hein. Et quand on voit une image de la Joconde dans un livre, ou à la télé, ou en photo, bah, c'est jamais la retranscription fidèle de l'œuvre d'art. Il y a toujours une petite déformation ou changement de couleur du fait de la photo, de la vidéo, etc. Dans une œuvre digitale, ce que vous voyez, c'est exactement ce que l'artiste a créé. Donc, ce que vous voyez sur votre écran, c'est exactement ce que l'artiste a créé. Il n'y a plus aucune déformation. Donc, l'artiste qui travaille sur du digital, ben, il essaie de créer une émotion avec des textures de couleurs, des choses comme ça. Et ce qu'il a voulu faire passer, vous l'avez directement, un peu comme si vous avez la Joconde dans vos mains et que vous pouviez toucher la Joconde. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus, en fait. Vous avez l'œuvre d'art sous les yeux, c'est ce qui a été créé par l'artiste et il n'y a rien de plus. Alors qu'une œuvre d'art physique dans un catalogue, ben, vous ne pouvez pas la découvrir complètement. Donc voilà, donc ça c'est un point aussi important à comprendre. Et du coup, avec des NFT, selon vous, comment on peut créer justement de l'émotion? Bah ça c'est toute la question le talent de l'artiste. L'artiste, son talent, c'est de créer des émotions par des couleurs, des formes, des messages. Voilà, le thème, et ben, ce qui différencie un artiste qui a du succès, qui arrive à toucher les personnes qui voient son art et un autre, ben, ce talent-là, il s'exprime de la même façon, que ce soit sur une peinture à l'huile ou sur une sculpture dans du marbre ou sur un fichier digital. Ça reste une image. C'est une image qu'on voit et qui suscite une émotion ou pas. Donc pour moi, il n'y a aucune différence. Justement, par rapport à la perception artistique des NFT, on a récemment vu un Russe qui avait explosé une Lamborghini, enfin, qui avait fait exploser une Lamborghini pour vendre des vidéos de cette explosion en NFT. Est-ce que, avec cet exemple-là, vous pensez qu'on peut absolument tout vendre en NFT, enfin, qu'on peut tout créer en NFT et que oui, bien sûr, on peut créer n'importe quoi en NFT, c'est tellement facile. Moi, si vous voulez, je vous fais un NFT là en 2 secondes. Je fais une capture d'écran de ma visite, je le tokenise et c'est fait. N'importe qui aussi peut aller acheter une toile, des tubes de peinture à l'huile et étaler la peinture à l'huile sur la toile et dire que c'est de l'art. Donc là encore, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas. Là, on est en train de visiter le MoCA.
Donc, c'est le musée que j'ai créé. Donc, c'est un musée de 3000 mètres carrés avec une centaine d'œuvres qui sont exposées. Donc oui, donc il n'y a pas de différence, hein. Tous ceux qui créent des NFT ne sont pas des artistes, évidemment. Et tous les dessinateurs du dimanche ou les peintres du dimanche sont pas sont pas forcément des grands artistes. Donc pour moi, là, c'est un faux débat. C'est-à-dire que il y a des artistes de grand talent dans les NFT et il y a des artistes de grand talent qui font de la peinture à l'huile et il y a des gens qui n'ont pas de talent. Et c'est tout. Et après, c'est à chacun, en voyant les NFT, d'être voilà, d'être ému ou pas et d'avoir envie d'acheter ou pas. Donc ça, là, on parle de la dimension artistique. Après, il y a la dimension financière. La dimension financière, elle n'est pas du tout artistique et cette dimension financière, elle est un peu nouvelle. C'est vrai que faire du trading d'œuvres d'art physiques, c'est compliqué. Il y a des problèmes de logistique. Ça existe, mais c'est compliqué. Alors que faire du trading d'œuvres digitales NFT, c'est extrêmement facile. Donc ça a attiré toute une population qui finalement achète des NFT pour les trader, et aussi toute une population d'entrepreneurs qui créent des NFT dans le but, qui sont dessinés pour être tradés. Donc c'est des collections de NFT qui sont en très grande série et qui sont faites pour quelque part toucher une cible de marché et générer des ventes, des reventes, du second marché, etc. Donc c'est vrai que mélanger tout ça, c'est pas forcément la bonne chose, mais voilà, c'est-à-dire que vu de l'extérieur, c'est vrai que on a l'impression que tout ça est mélangé, mais il y a plein de choses différentes dans les NFT, hein. Évidemment, tout n'est pas de l'art. Il y a aussi du gaming, il y a des wearables. Bon, je vais vous montrer d'ailleurs. Là, si on se promène un peu dans cet endroit, juste mon voisin, c'est quelqu'un qui crée des wearables. Donc, je vais vous montrer comment ça ressemble, à quoi ça ressemble. Donc là, on va sortir du musée, on va aller voir mon voisin, là, l'immeuble rouge et blanc. Donc ça, c'est une boutique de wearables. Donc, c'est quelqu'un qui a acheté ce terrain et qui a dessiné lui-même ses petits wearables, c'est des chaussures, des chapeaux. Et donc, vous pouvez. On va juste montrer sur Twitch la vidéo de la Lamborghini Oui, rapidement. pour vous montrer si vous pouvez voir de quoi on parlait. C'était un artiste qui avait explosé une Lamborghini pour vendre des NFT. C'est très rapide vidéo qui dure quelques secondes seulement. Et il y a aussi une question sur le chat qui dit « Et donc, en disant junk le street art, pour vous, c'est dans quelle catégorie ?» Pour moi, le street art, je reprends mon écran. Alors, est-ce que vous pouvez me voir là? J'ai repris mon écran. Je vais faire arrêter le partage d'écran. Un très bon exemple. Le NFT est très utile au street art parce que le street artiste, comme l'artiste digital, n'avait pas moyen de vendre ses œuvres. C'est-à-dire que quelqu'un, avant les NFT, quelqu'un qui faisait une œuvre digitale, il ne pouvait pas la vendre. C'était très difficile de la vendre. Un street artiste, avant les NFT, il ne pouvait pas vendre son œuvre, elle est par définition collée sur un mur. Avec le NFT, on peut maintenant, justement, avec un artiste digital ou avec un street artiste, concevoir que le street artist, par exemple, il fait sa fresque murale, son graffiti, il le prend en photo et il le vend comme NFT. Voilà. Et finalement, la valeur de l'œuvre d'art, entre guillemets, elle est facilement transférable sur un NFT puisque, par définition, l'œuvre d'art originale, elle n'est pas disponible. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vendre le mur. Par contre, il ne peut pas en vendre le NFT. C'est-à-dire que si vous achetez le NFT, eh ben, vous êtes le seul propriétaire à pouvoir prétendre être propriétaire de cette œuvre puisque personne ne peut aller acheter le mur. Donc c'est là-dessus que, c'est pour ça, par exemple, c'est ce que fait Pascal Boyard. Pascal Boyard, il fait des œuvres qui sont collées sur un mur, qui sont peintes sur un mur. Personne ne peut les acheter. En revanche, ceux qui achètent les NFT, finalement, ce sont les seuls propriétaires de cette œuvre. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est super, merci. Merci. Alors, c'est juste pour les auditeurs, là, je ne sais pas si jamais ils peuvent flasher ce petit QR code, normalement, ça les envoie dans le musée. Donc, je ne sais pas si c'est une assez bonne définition. Si vous avez un téléphone et que vous arrivez à flasher ce petit QR code, hop, j'arrive pas. Bon, c'est la caméra qui. Bon, voilà. Sinon, j'imagine que vous pouvez le faire passer également. Sinon, dans le chat, peut-être. Il y a un chat ici ou pas? Oui. Vous pouvez d'ailleurs. On a quelques questions sur le chat. On tout au long du live. On verra le chat vers la fin de. Benoît, je voulais juste vous demander si, avec vous, selon vous, on assiste en fait à un renouveau artistique avec les NFT. On assiste à une nouvelle culture
artistiques qui émergent avec les NFT. Oui, tout à fait. Ça, c'est un point important. Alors, juste avant que je réponde à votre question, je vous ai envoyé attendez, je vous ai envoyé sur la messagerie de Teams un lien. Est-ce que vous pourriez le prendre et le mettre sur la messagerie de la diffusion? Non? Ouais. Voilà. Donc, j'ai mis le lien CryptoVoxel sur Teams, si vous pouvez le faire passer. Sur votre question, oui, il y a une culture. En fait, effectivement, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai découvert les NFT en 2018, en fin 2018, c'est que toutes ces œuvres d'art NFT que je voyais, elles ne ressemblaient pas du tout aux œuvres d'art qu'on voit traditionnellement. Et même l'art digital traditionnel, en fait, cet art NFT, moi j'appelle ça du crypto-art, il ressemblait pas du tout à ce qu'on voyait. Et pourtant, il est assez familier. Et donc, en fait, c'est vrai que dans le crypto-art, il y a un côté culturel important et une culture qui vient des cryptos. Donc, il y a la culture crypto, ce que j'appelle la culture crypto, qui apparaît dans le crypto-art. Et il y a la culture aussi gaming. Donc, on voit beaucoup de pixels et de références aux esthétiques des jeux des années 80 ou 90. Donc, il y a tout cet univers esthétique des années 80-90, des premiers ordinateurs, des télés cathodiques, etc., qui font partie un peu qui est dans notre mémoire et qui apparaît beaucoup dans cette nouvelle forme d'art. Voilà. Donc, et c'est des choses qui n'avaient jusqu'à présent, qui n'étaient pas considérées comme ayant une valeur artistique. De la même façon, tout ce qui est mème, tous les mèmes, je veux dire, c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, a été considéré comme n'ayant aucune valeur artistique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de NFT qui sont des mèmes, en fait, et qui un peu donnent un statut presque d'œuvre d'art à des mèmes. Donc, voilà, donc il y a quelque chose de très pop culture. Il y a une culture crypto, il y a une culture geek et une culture pop qui s'exprime dans les NFT, qui effectivement est une nouvelle, un nouveau courant, je pense, un nouveau artistique. Merci Benoît, du coup. On souhaitait aussi avoir votre avis pour conclure ce live. Pour vous, quel serait l'avenir du NFT? Est-ce que c'est un phénomène de mode ou est-ce que le NFT suscitera autant d'attention dans les années qui suivront? Alors écoutez, le NFT, c'est un outil. Donc, c'est un outil, c'est une technologie qui fonctionne. Donc, à partir de là, je ne vois pas pourquoi on ne l'utiliserait pas. Si c'est un outil et qui fonctionne, pourquoi est-ce qu'on ne l'utiliserait pas? Donc, forcément, le NFT, c'est une technologie qui fonctionne, qui est utile, et donc, elle n'a plus qu'à se développer. Ce qu'on ne sait pas trop, c'est qu'est-ce qui va se développer en utilisant cette technologie. L'art, c'était un des éléments évidents, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Surtout que ça révolutionne complètement le marché de l'art, ça redonne du pouvoir aux artistes, ça leur permet de vivre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'avec le système de redevances, donc le smart contract qui intègre des redevances automatiques sur le marché secondaire, c'est quelque chose qui fait que maintenant les artistes peuvent avoir des rentes, en fait, ils vivent de leur travail beaucoup plus facilement qu'avant. Donc ça, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Le métavers, on en a parlé. Vous avez vu ce qui se passe sur CryptoVoxel, c'est très dynamique. C'est basé sur la technologie des NFT. Les wearables, les objets dans les jeux, tout ça, c'est basé sur la technologie des NFT. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. C'est un outil, c'est utile, et donc je pense que ça ne peut que se développer. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y aura effectivement des NFT qui aujourd'hui ont de la valeur et qui demain n'auront plus de valeur. Oui, c'est évident. Donc, il y a peut-être des choses aujourd'hui qui sont très chères dans les NFT et qui, en fait, perdront complètement leur valeur. Mais la technologie NFT, elle est là pour durer. Donc, voilà. Seul l'avenir nous le dira. Oui. Ok. Donc, écoutez, merci beaucoup pour cette intervention très pertinente. Donc, dans le chat, les personnes qui nous suivent, n'hésitez pas à visiter donc le musée de Benoît. Si vous voulez, vous pouvez donc flasher le QR code. Oui, enfin, le QR code, c'est compliqué parce que je ne suis pas sûr qu'il soit facile à flasher. Par contre, j'ai envoyé l'adresse, j'ai envoyé une petite adresse URL. J'ai envoyé une petite adresse URL sur Teams, donc vous pouvez le faire passer. Ok, tout est dans le chat, donc parfait. C'est parfait. Merci Benoît de votre participation, c'était très intéressant. Et merci d'avoir pris le temps pour nous. Et on vous souhaite une très bonne continuation.
Très bonne Merci. continuation. Au revoir. Merci, Au revoir. au revoir. Le live se termine pour la rédaction, mais on vous invite à rester pour assister au live qui sera sur le luxe et le digital. Merci, au revoir.